Merci de suivre l'antenne, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité qui fait un gros plan ce soir sur le nouveau gouvernement, le gouvernement Choguel Kokala Maïga 2, une équipe réaménagée, 28 membres plus le Premier ministre, 12 entrées, 11 départs. Le département mine, énergie et eau est scindé en deux. La pêche et l'élevage sont gérés par un département et non un ministère délégué. Des réajustements qui ont des objectifs bien précis. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, l'a dit au premier conseil des ministres mercredi 5 juillet 2023. Le peuple reste le centre de gravité de la transition. Sa préoccupation doit donc être prise en compte dans les missions assignées à chaque département. Alors, à quoi doit s'atteler le nouveau gouvernement? Quelles sont les urgences ou priorités? Quels grands chantiers ou projets pour le Mali? Des spécialistes sont là pour la réponse. Il s'agit de Mme Samake Fatmata H. Traoré, enseignante chargée de cours à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, fondatrice de l'association Femmes épanouies. Elle est juriste de formation, spécialisée en genre, sécurité, développement. Bonsoir, madame. Bonsoir, Sira. Du professeur Bakabini Keïta, enseignant-chercheur en philosophie, chargé des questions politiques et sociales à l'École normale supérieure de Bamako. Professeur Keïta, bonsoir. Bonsoir, Sira. Bonsoir aux téléspectateurs. Du professeur Tchefi Sissoko, il est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako et dans d'autres universités en France, auteur de 6 ouvrages sur l'enseignement supérieur, président fondateur de la fondation Les Petits Stylos. Bonsoir, professeur Tchefi. Bonsoir, Sira, et bonsoir à toutes et à tous, à toutes les personnes qui vous suivent ici et à l'extérieur. Merci à vous. On a même quelques-uns de vos ouvrages ici. Merci, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, 28 membres, je l'ai dit, plus le Premier ministre, un gouvernement de mission, dit-on, 12 nouvelles têtes, des technocrates. Professeur Bagabini, vous allez ouvrir ce débat. Que pensez-vous de l'ossature du nouveau gouvernement? Avec honneur et plaisir. Ce nouveau gouvernement, à la différence du précédent, c'est vrai que les deux sont tous un gouvernement de mission, mais à la différence du précédent, c'est que s'il y a une réduction, on a atténué la teneur politique de ce gouvernement. Donc parce qu'il y a beaucoup de technocrates qui sont dans ce nouveau gouvernement, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reste pas politique, parce qu'il y a aussi, tout gouvernement d'ailleurs est politique. Mais au-delà de ça, il y a aussi quelques hommes politiques également, même s'ils ne sont pas nommés avec la casquette d'hommes politiques, mais il y a des chefs de parti, notamment le Premier ministre lui-même, il y a le ministre de l'Enseignement supérieur, je crois, qui est du Myria, il y a Ibrahim Kassa qui est du M5, précisément du MK. Bon, et donc on ne peut pas dire complètement que c'est un gouvernement technocrate. Moi je dirais un gouvernement de mission, mais un gouvernement de mission avec moins de teneur politique. Gouvernement de mission avec technocrates et politique, les deux cumulés, est-ce que cela, il y a un message derrière cela? Oui, il y a un message derrière cela. À mon avis, le premier message qui est derrière cela, c'est que je pense qu'il y avait des urgences qui étaient là pour le premier gouvernement. La première urgence, c'était d'abord la sécurité. Et donc il y avait aussi des problèmes diplomatiques. Et donc je pense que ces problèmes-là, je ne dirais pas qu'on a complètement fini avec. Mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là. Donc le fait qu'il y ait des technocrates massivement dans ce nouveau gouvernement, le message donc, du président de la République, c'est qu'il y a d'autres défis à relever, et notamment sur le plan, il y a un vide social et économique qui est laissé par un certain nombre de facteurs de pesanteurs, à savoir depuis la Covid-19, donc qui a frappé de plein fouet notre économie. Mais en plus de la Covid, il y a aussi les sanctions donc des organisations sous-régionales d'ailleurs qui n'ont pas fini. Et le Mali continue à souffrir des restrictions, donc, notamment de l'IMOA, donc au niveau de la BCAO. Mais il y a également le départ de Barkhane, récemment de la MINUSMA.
va en parler tout à l'heure. qui ont donné également, qui se sont transformés en pourvoyeurs d'emploi dans certaines localités et donc qui ont laissé un vide social et économique. Et je crois que le message qui est derrière donc, ce nouveau gouvernement de la part du président de la République, c'est de demander au gouvernement de faire en sorte que ce vide-là soit comblé le plus rapidement que possible. Faire face aux défis. Faire face aux défis. D'accord. Alors, professeur Tchefin, quelle lecture vous faites de ce nouveau gouvernement? Ça vous a donné quelle image? Alors, les temps sont durs. Les temps sont durs. Vous savez les crises que nous avons traversées. Vous savez que la population aussi est en attente de changements dans beaucoup de domaines. Ce gouvernement, l'image que j'ai de ce gouvernement, il y a eu des changements. Je m'oppose à l'idée, en tout cas, qui consiste à penser qu'il y a des technocrates qui sont dans le gouvernement ou qu'il y a des politiques qui sont dans le gouvernement. La seule question aujourd'hui qui doit nous préoccuper, c'est de savoir si les personnes à qui on a chargé ces missions disposent des compétences nécessaires pour nous permettre de réussir à relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Parce que le mot d'ailleurs technocrate, alors c'est ambigu, donc on n'a pas tous les mêmes définitions, parce que vous n'allez pas mettre certaines personnes dans la catégorie technocrate et d'autres politiques. Ça veut dire quoi? Que certains sont plus compétents que d'autres le sont moins. Donc pour moi, en fait, la préoccupation d'image... Je ne pense pas que ce soit ça. Technocrate, oui. Ça répond à certains critères, tout oui, comme le politique aussi répond à certains critères. Bien sûr. Alors dans la définition, bien sûr, je comprends cela, mais pour moi, véritablement, ce dont les Maliens ont besoin, et c'est pour cette raison que j'ai accepté bien volontiers c'est justement, est-ce que les personnes vont réussir à atteindre les objectifs et les missions qui sont assignées, et surtout si d'ailleurs c'est la déclaration des autorités de la transition, si c'est le peuple qui doit être au centre des préoccupations, alors ça veut dire qu'on doit se plier en quatre pour répondre à cela. Dans l'ossature, quand on regarde l'organisation, vous l'avez dit, le décret il a concerné quelques personnes. Il y a 4 personnes qui ont eu en fait joué à une chaise musicale, c'est-à-dire ils ont changé de poste. Il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées, donc il faut regarder en fait ces personnes d'où elles viennent. On sait bien qu'il y a 3 personnes dans ces nouveaux entrants qui faisaient partie, je dirais, du cercle rapproché du pouvoir. Donc pour moi, en fait, cette image, il y a 2 choses que l'on peut en dire, 2 choses que j'ai envie de dire. La première chose, c'est que on est à l'approche de quelque chose. On est à la veille, on n'en a pas encore parlé, c'est qu'on est à la veille d'une élection présidentielle qui va se préparer dans 8 mois. Donc ça veut dire que ces personnes qui occupent les postes ministériels ont 8 mois de mission. C'est-à-dire 8 mois pour, première chose, mettre les choses sur les rails, mettre le pays sur les rails, mettre les secteurs qui sont en difficulté. Vous avez parlé des mines, vous avez parlé sans doute de l'économie, vous allez parler de l'urbanisme, vous allez parler de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Mettre ces secteurs clés sur les rails. Ça, pour que les autorités légitimes qui vont venir par la suite vont pouvoir s'appuyer sur des acquis pour aller un peu plus loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, qui est peut-être pour moi un risque, c'est que ce moment, ces 8 mois en tout cas de gouvernance, soit une période uniquement de positionnement et non pas une période où on va réussir à faire les choses, à faire progresser la société. Donc ce deuxième point, pour moi, c'est un risque. Je ne dis pas que c'est ce qui est réalisé, ça c'est un risque. Si c'est comme ça, ça veut dire qu'on va être dans un éternel repositionnement. Donc pour moi, la préoccupation dont les paroles doivent être en phase avec les actions, c'est sur le premier aspect, c'est-à-dire mettre le pays sur les rails. On s'est rendu compte que sur cette période de transition, eh bien, sur une période où on est dans la transition, donc on n'est pas sur un système classique, sur un système de gouvernance politique classique, on a réussi à faire passer certaines choses, beaucoup plus de choses qu'en période classique. Donc, ça doit offrir, pour moi, c'est ce que je vois de positif dans ce qui est en train de se passer. Ça doit offrir un terrain pour qu'on puisse véritablement impulser le progrès dans nos sociétés et dans nos services et nos organisations. D'accord. Madame Samake, 6 femmes contre 6 dans l'ancien gouvernement. Le quota par rapport à la loi numéro 052 n'est pas atteint, 30%, on est à peu près à 24%. Est-ce que, à votre avis, il fallait plus de femmes dans ce nouveau gouvernement?
Oui, merci Sira. Bien évidemment, il fallait plus de femmes parce que c'est une loi quand même qui a été adoptée pour qu'il y ait 30% de l'un, au moins un minimum de 70% de l'un ou de l'autre sexe. Et on voit très bien que dans ce gouvernement, qui est qualifié de gouvernement de mission, moi je dirais que c'est un gouvernement de résultats parce qu'on sait très bien qu'il y a de nombreux défis auxquels le gouvernement est confronté et qu'il va falloir avoir des personnes capables de relever ces défis. Donc, avoir 6 femmes sur 29 ministres, je pense que les organisations de femmes m'écoutent en ce moment. Je ne pense pas qu'elles soient totalement, en tout cas, ravies de cette nouvelle. Et on aurait souhaité mieux. On aurait souhaité mieux parce que les femmes compétentes au Mali, ça existe, et des femmes qui font bien leur travail et qui arrivent à faire des résultats aussi. Alors, moi, ma lecture de cette situation, c'est que avec les nouveaux entrants, on voit que il y a des femmes, mais il y a aussi des femmes qui partent. Et il y a certains départs même qui sont regrettés par la population. Et je vois également que quand on regarde un peu l'attelage gouvernemental, le fait d'avoir moins de femmes, en tout cas, va probablement réduire la capacité d'influencer les décisions, alors que nous savons qu'avec la nouvelle constitution, on a réitéré donc l'égalité en droit et en devoir. Donc ce n'est plus le quota qui devrait être appliqué, c'est la parité qui devrait être appliquée. Et dans cette nouvelle dynamique, ce que j'ai constaté également, c'est le fait que finalement, quand c'est un gouvernement de mission, ça veut dire qu'il y a des objectifs clairs à atteindre. Et ces objectifs-là, ça rentre déjà dans la phase d'exécution, ou bien on va dire de réalisation du nouveau projet de constitution. Parce qu'il y a des principes qui sont édictés dans cette constitution, mais en même temps, on demande à ce que tout soit axé d'abord sur ces principes-là, et en même temps, le président doit définir la politique de la nation. Donc c'est vrai que c'est sur proposition du Premier ministre, mais on voit clairement qu'il y a un changement de paradigme. En tout cas, le président de la transition a mis l'accent sur ce projet de constitution qui est en attente de validation par la Cour constitutionnelle. Exactement. Je crois que la mission principale, ce sera la mise en route de cette nouvelle constitution. On va en reparler tout à l'heure, si vous le permettez. Professeur Bagabini, le département des mines, de l'énergie et de l'eau est scindé. C'était 3 secteurs en un. À votre avis, c'était trop pour un seul département, d'où la scission? Qu'est-ce que vous pensez de la scission de ce département? Vous savez quand même que si vous prenez les deux, c'est-à-dire les deux secteurs, les deux grands secteurs, à savoir l'énergie et eau d'un côté et de l'autre côté les mines, ce sont des secteurs vraiment casse-tête. Tout comme il y a d'autres secteurs aussi qui sont des secteurs vraiment à problème. Et vous savez, les coupures d'électricité au Mali, ça fait beaucoup de remous au niveau de la société. Et je crois que si on scindait, à mon avis, les deux départements, ça sera une très bonne chose. Donc ça va permettre à chaque ministre de se consacrer largement à chacun de ces secteurs, que ce soit, il y a des réformes à faire au niveau de la gestion des mines, mais il y a aussi beaucoup de défis à relever en ce qui concerne l'énergie, mais même aussi en ce qui concerne l'eau. Bamako ne cesse de s'étendre, et ce n'est pas seulement Bamako, donc les villes au Mali ne cessent de grandir, donc il y a énormément de besoins en électricité, il y a énormément de besoins en eau, et donc c'est énorme, ça fait énormément de défis. Et la question des mines également, il y a beaucoup d'attentes, donc il faudra faire en sorte que les mines rapportent aussi au Mali. Il y en a qui sont déjà exploités, notamment l'or, mais il y a aussi des perspectives en cours. On parle de l'exploitation de cobalt et autres. Et donc je pense que ça faisait trop en mettant ensemble le département des mines, eau, énergie. Donc moi je pense que la scission est une très bonne chose. D'accord, donc c'est une très bonne idée de scinder ce département. Ouais. Alors professeur Tchefi, c'est le même cas avec l'agriculture, le développement rural qui devient l'agriculture, le département de la pêche, de l'élevage et de la pêche, au lieu que ce soit un ministère délégué, c'est un ministère plein maintenant. Oui. Quel est votre avis sur cette scission aussi? Alors pour moi,
Le secteur de l'agriculture, par exemple, c'est un secteur qui est un secteur qui a énormément de difficultés au Mali, alors que nous avons des terres agricoles à portée de main, des terres agricoles, je dirais, à profusion. Mais du coup, ce secteur est en souffrance parce que les populations ne sont pas toujours sensibilisées. Donc du coup, le fait de scinder ou de diviser, on est beaucoup plus efficace. Quand je parlais plus d'efficacité en ces termes, c'est-à-dire on va pouvoir regarder les problématiques profondes de chaque secteur en particulier et ensuite de pouvoir apporter des solutions qui sont adaptées aux problèmes de l'agriculture. Pour ne pas être dans un discours comme ça qui est vide, la question de l'agriculture aujourd'hui, quand vous regardez, quand je traverse Bamako pour aller à Donyuana, qui est un peu vers le nord, c'est à 30 km de Bamako seulement, on dépasse, on dépasse entre 300 et 500 champs. Et dans chaque champ, vous allez trouver qu'on utilise de l'herbicide, des pesticides, des insecticides et on utilise de l'engrais chimique, c'est-à-dire des 4 choses qui peuvent être dangereuses pour la santé, dangereuses pour nos consommations. Ça veut dire que c'est rentré aujourd'hui dans les mœurs. Et malheureusement, cette problématique n'est pas prise en charge de façon toujours efficace et les populations ne sont pas toujours sensibilisées au danger. Et donc, je dirais que le défi de l'agriculture en scindant les ministères de cette manière, c'est d'avoir des campagnes qui sont beaucoup plus ciblées. C'est d'avoir des stratégies, encore une fois, des stratégies politiques, des stratégies qui ne visent pas le court terme, par exemple demain. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer demain ou qu'est-ce qui va se passer dans les 8 mois. Mais des stratégies qui vont s'inscrire dans le moyen terme, à minima. Le moyen terme, voire le long terme. Alors, on nous dit sur un plan philosophique de viser toujours le moyen terme puisqu'on est beaucoup plus efficace de cette manière. Puisque pour moi, en fait, l'argument central, c'est de gagner en efficacité dans tout ce que nous sommes en train de faire. Ce monde, il est de plus en plus compliqué. Et puisque ce monde est de plus en plus compliqué, nous sommes en concurrence avec d'autres. Dans le secteur de l'agriculture, aujourd'hui, donc, on importe un certain nombre de productions, mais parfois on arrive à perdre notre place. Par exemple, l'année dernière, à cause des problèmes d'engrais que ça a causé, donc l'agriculture malienne a commencé à reculer un peu. Donc maintenant, pour être beaucoup plus efficace, je crois que c'était un peu peut-être la stratégie derrière, c'est pour les campagnes agricoles, puisque nous sommes un pays où, même si l'agriculture se fait tout au long de l'année, mais nous sommes un pays qui fait de l'agriculture sur une courte période, et c'est maintenant, c'est-à-dire une agriculture saisonnière. Donc la scission est une bonne idée à ce niveau. Alors, du coup, ça permet en tout cas un peu plus d'efficacité dans la gestion. Aussi. Bon, quand on est un peu plus efficace, peut-être qu'on va atteindre des résultats. C'est pas automatique, mais en tout cas, il faut mettre, je dirais, les moyens. Voilà. D'accord. Alors, Madame Samaké, il y a eu un changement dans la façon de communiquer du gouvernement. D'abord, c'était un décret. C'est un décret qui abroge les dispositions antérieures qui a été lu avec ensuite la liste de permutations et la liste de nouveaux entrants. Cette façon de communication a-t-elle une connotation juridique? Quel sens juridique vous donnez à cela en tant que juriste? Oui, effectivement, c'est une nouvelle façon de communiquer. Je pense que c'est la toute première fois qu'on voit qu'on n'a pas directement un décret qui donne la liste de tous les membres du gouvernement. Et comme nous n'étions pas habitués à cela, on a vu qu'il y a eu beaucoup de... Voilà, les gens ont commencé à s'interroger sur le départ de certains ministres. Est-ce que vous faites partie de ceux qui partent ou de ceux qui restent? Donc, ça a créé ça, mais je pense que c'est parce que c'est l'effet de nouveauté que ça a donné. Et je trouve cela correct, en tout cas sur le plan juridique, parce qu'il faut abroger un décret avant d'en prendre un autre. Ça, c'est le cours normal des choses. Donc, s'il y a des ministres qui ne seront pas reconduits, autant abroger leur décret avant d'en nommer d'autres. Et je vois que cette façon de communiquer aussi a une autre importance, c'est que finalement, on voit clairement la vision du gouvernement. C'est-à-dire que les départements qui ont été, on ne va pas dire évincés, mais les départements où on a un changement à la tête, donc on voit que c'est des départements clés. C'est des départements sur lesquels la population compte beaucoup, en tout cas en majorité.
quand on prend la santé, quand on prend l'éducation, quand on prend les mines et l'énergie. Et de passage, je me réjouis du fait qu'il y a une femme qui est au département de l'énergie et de l'eau pour la première fois, je pense également, si je ne me trompe pas. Donc, un grand défi à relever. Alors que c'était des départements qui étaient considérés comme, voilà, c'est les hommes qui peuvent... réservés aux hommes. Donc, de passage, je salue en tout cas cette nomination d'une femme à la tête. Et nous souhaitons vivement que les membres du gouvernement puissent assumer au mieux leurs tâches. Surtout que c'est une mission colossale qui leur a été assignée. Et on voit très bien que c'est un nouveau tournant dans la transition pour arriver à des élections crédibles, transparentes. D'accord. Alors, professeur Bagadbini, votre avis sur cette façon de communiquer en quelques mots? Bon, je ne suis pas juriste, mais je pense que cette façon de communiquer, c'est vrai, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Généralement, les gens ne sont pas trop réceptifs à ce qui est nouveau. Donc, ils s'attendent toujours à ce auquel ils sont habitués. Bon, moi, je pense que je ne vois pas de problème dans cette façon de communiquer. D'accord. Professeur Tchefi, votre avis par rapport à la façon de communiquer? J'observe qu'il y a des évolutions, peut-être des changements dans la façon de communiquer. D'accord. On va aborder à présent le premier conseil des ministres tenu mercredi 5 juillet 2023 qui a permis donc de fixer le cap et apprécier les objectifs, prendre en compte les aspirations du peuple. Un message qui rassure de la part du président de la transition, professeur Tchefi. Par quel acte ça peut être concrétisé à votre avis, le fait de mettre le peuple au centre des préoccupations? Pour moi, ça doit être la préoccupation majeure de toute autorité politique. C'est-à-dire que l'engagement qui doit être les leurs, c'est un engagement qui a pour dessein d'améliorer les conditions de vie des populations au moins d'un iota. C'est-à-dire de faire progresser les gens au moins d'un iota. Pour moi, la véritable problématique de nos sociétés actuelles, du Mali en particulier, et de l'ensemble des secteurs, je dirais pour concrétiser, pour répondre précisément à votre question, pour concrétiser cette orientation de répondre aux enjeux et préoccupations du peuple malien, on doit, 1, rationaliser notre travail, 2, moraliser la gestion des acteurs, 3, mettre au travail les différents acteurs, et 4, responsabiliser les différents acteurs. Et donc toute la stratégie politique de tous les ministères que vous allez citer, pour moi, ces 4 préoccupations doivent être au cœur de la stratégie. S'il y a une stratégie à mettre en place, je dirais que c'est à travers ces dimensions. Les Maliens ont besoin aujourd'hui d'être mis au travail. Cela ne veut pas dire que, finalement, on va peut-être en parler, une stratégie ou un discours qui consiste à dire il ne faut pas attendre tout de l'État, il faut que les populations se mettent au travail. Mais non, il faut qu'une véritable stratégie politique se mette en place pour engager les individus au travail, pour mettre les gens, le fil conducteur des pouvoirs politiques, pour mettre les gens au travail. Ensuite, on a besoin de moraliser l'action. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, moraliser l'action? Ça veut dire quand vous partez aujourd'hui dans les hôpitaux, vous avez peur. Vous avez peur pour votre vie. Quand vous accompagnez des gens à l'hôpital, vous avez peur pour leur vie aussi. Alors qu'on a des médecins qui sont compétents. On a des médecins qui peuvent faire des choses. Mais parfois, l'environnement, quand on regarde l'environnement, il y a un souci. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours conscient de l'autre. On n'a pas toujours... on ne porte pas toujours dans notre cœur cette démarche bienveillante à l'endroit des autres. Et donc les autorités doivent l'impulser, c'est-à-dire moraliser l'action dans tous ces secteurs, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le secteur des mines, que ce soit dans le secteur de l'énergie. En même temps, troisième thématique que j'ai souligné ici, on doit mettre un peu plus de raison dans notre façon de faire. On ne peut pas tout attendre de pouvoir surnaturel ou de divinité. On doit, à un moment donné, rationaliser les choses. Ça veut dire que si on associe 2 et 3 choses, ça va donner forcément des types de conclusions. Et donc, pour moi, je dirais que c'est pour que le peuple revienne, puisque ce n'était pas le cas, pour que le peuple revienne au centre des préoccupations, parce qu'on se souvient, on ne va pas oublier, la corruption.
on ne va pas oublier le népotisme, on ne va pas oublier l'enrichissement illicite, on ne va pas oublier les injustices qui se produisent dans notre société. Donc si tous ces fléaux se produisent dans nos sociétés, ça veut dire que le peuple n'est pas au cœur des stratégies. Or, ramener le peuple au cœur des stratégies, bien c'est moraliser, c'est rationaliser, c'est responsabiliser et c'est mettre les gens au travail. Pour moi, ça c'est une logique qui doit être impulsée depuis le sommet, mais qui va se diluer, diffuser dans tous les départements ministériels. C'est compris. Merci, Tchefi. Alors, un appel à l'engagement. Le professeur Tchefi l'a dit tout à l'heure, professeur Bagabini, l'exécution correcte de l'action publique. Est-ce que cela permet, à votre avis, ce message du président de la transition aux membres du gouvernement dès le départ, de servir le pays avec dignité? L'appel à mettre le peuple au centre des préoccupations de l'action gouvernementale, pour moi, à mon avis, répond à la satisfaction d'un certain nombre de besoins, d'aspirations du peuple. D'abord, le premier défi qui s'est posé aux Maliens, c'était la sécurité. Et je crois que beaucoup d'efforts ont été investis dans ce sens-là. Mais il y a un autre défi qui reste. Ça, c'est le défi, c'est que j'appelle la sécurité sociale. Et au niveau de la sécurité, quand je parle de sécurité sociale, je parle du fait que les Maliens ont besoin de manger, les Maliens ont besoin de boire, les Maliens ont besoin d'électricité, les Maliens ont besoin d'envoyer leurs enfants à l'école, de les soigner. Donc ça, ce sont des attentes du peuple malien auxquelles le gouvernement doit faire face et le plus rapidement que possible. Et donc, il y a aussi le fait que, et je pense qu'aujourd'hui, si nous étions, notre pays était la rusée, en tout cas, de la sous-région, pour ne pas dire du continent, aujourd'hui, en tout cas, tous les Maliens peuvent se taper la poitrine que nous avons de plus en plus un État. Et nous pouvons lever la tête pour regarder les autres en face. Après avoir, en tout cas, sassé les forces internationales, à savoir Barkhane et aujourd'hui l'AMINUSMA. Donc, je pense que les besoins d'un peuple, ce n'est pas seulement aussi des besoins matériels, c'est aussi des besoins moraux. Et l'un des besoins moraux donc, du peuple, c'est aussi le respect de sa dignité et de sa souveraineté. Et donc aujourd'hui, ça, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas un discours creux. C'est aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, le gouvernement malien s'est inscrit effectivement dans ce sens-là, en imposant effectivement le respect de sa souveraineté, en imposant le respect de ses choix stratégiques et des choix de ses partenaires, mais aussi en imposant aussi le respect ou la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Alors, Madame Samake, quel est le poids du message du président de la transition, à votre avis, le fait de demander de mettre le peuple au centre des choses? À mon humble avis, c'est un appel. C'est un appel au travail, c'est un appel au ministre pour qu'il puisse s'insérer dans une dynamique, la dynamique tracée par les plus hautes autorités, à savoir le respect des 3 principes, donc le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques du Mali et puis la défense de l'intérêt supérieur du peuple malien. Mais je pense que tous ces principes-là ont besoin d'être en quelque sorte traduits dans la réalité, dans les faits. Et je pense que c'est ce qu'on vient de développer tout de suite, parce que si nous voulons des personnes qui travaillent dans le sens du respect de ce principe, il y a un certain nombre de valeurs à défendre, mais également il y a un certain nombre de capacités dont ces personnes-là devraient jouer pour faire face aux défis auxquels le peuple est confronté. Aujourd'hui, nous constatons par exemple que dans beaucoup de secteurs, y compris l'éducation. D'ailleurs, on parle beaucoup de réforme du système éducatif, mais nous ne voyons pas les retombées de cette réforme-là. Parce qu'une réforme ne se limite pas uniquement à scolariser. Aujourd'hui, le Mali a besoin d'un changement de paradigme dans plusieurs domaines, mais je vais prendre seulement le domaine de l'éducation, parce qu'on constate qu'il n'y a pas adéquation entre emploi et éducation. Alors que c'est l'emploi qui fait vivre. Donc, on a toutes ces questions-là, les questions liées même aux mines également. On voit qu'il y a des problèmes, l'énergie et l'eau, donc en termes d'accessibilité, mais ce n'est pas seulement l'accès, c'est la qualité de l'eau. Aujourd'hui, au centre de Bamako, vous ne pouvez pas boire l'eau de robinet, par exemple.
Et c'est une situation qui n'est pas normale, qui ne répond pas à l'aspiration du peuple. On a des coupures d'eau en pleine journée, par exemple, vous êtes au travail, vous ne pouvez pas aller aux toilettes. Donc je pense qu'il y a quand même cette volonté, elle est certes bien, mais il faut que ça se traduise dans les faits. Et moi, j'ose espérer qu'avec la mise en place de ce nouveau attelage gouvernemental, qu'il y ait carrément un changement d'orientation par rapport aux différents secteurs, surtout les secteurs clés, qui permet à la population enfin de retrouver un meilleur vivre, le bien-être auquel nous tous nous aspirons. D'accord. Avant de faire passer l'interview des ministres, on va rappeler cet autre souhait du président de la transition, c'est celui de mettre en route la nouvelle constitution, les bases du Mali-Kura. J'aimerais vous faire réagir à cela. À votre avis, sur quoi le Mali-Kura doit être fondé, professeur Tchefi? Mais bien sur des valeurs, je dirais, supérieures qu'il faut impulser, sur une logique, je dirais, qui permet aux Maliens de lever la tête, en fait, quand on sort d'ici, qui permet aux Maliens d'affronter leurs véritables problématiques, qui permet aux Maliens de ne pas, quand on est dans l'agriculture, je vais utiliser la métaphore de l'agriculture, quand vous cultivez votre champ, que vous devez désherber, prendre de la terre pour mettre sur les herbes, ça c'est pas régler le problème, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on fait justement pour cacher le véritable problème, mais ça ne résout pas le problème. Pour moi, nous devons regarder nos problèmes en face. Le Mali-Kura, quand on regarde nos problèmes en face, nous devons nous mobiliser pour les résoudre. Non pas pour tenir un certain nombre de discours qui consistent à flatter les égos des uns et des autres, ou à flatter nos valeurs traditionnelles, ou à flatter nos valeurs ancestrales. Nos ancêtres ont fait leur combat. Et aujourd'hui, à nous de faire nos combats, nos propres combats. Cela veut dire que si on arrive à résoudre nos problèmes dans nos rues, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos sociétés, eh bien, oui, nous pouvons dire que nous avons répondu à nos problèmes. Pour moi, en fait, le Mali-Kura, il doit passer par cela. Le Mali-Kura, il doit passer par la stabilisation des institutions. Et je crois que c'est le sens. Je crois que c'est le sens de la nouvelle constitution. Stabilisation dans nos sociétés, stabilisation de nos institutions, ça veut dire que un des premiers combats à mener déjà, c'est d'éviter l'instabilité ministérielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune stratégie politique qui s'est inscrite sur une longue période depuis 30 ans au Mali, depuis 40 ans au Mali, parce qu'à cause de l'instabilité ministérielle, les gens qui arrivent à chaque fois, eh bien les orientations changent, le cap est changé. Donc à partir du moment où on souhaite véritablement un Mali-Kura, on doit faire en sorte que nos institutions soient stables. On doit faire en sorte que des politiques qui peuvent être mises en place soient des politiques durables, mais des politiques réfléchies, pas des politiques que l'on fait comme ça, eh bien, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à... c'est le souhait d'ailleurs de beaucoup de gens, y compris de vous, de moi-même, de nos enfants. Chacun veut un Mali prospère, chacun veut un Mali qui progresse, chacun veut obtenir le bonheur. Le peuple, si la préoccupation du peuple nous intéresse, à quoi le peuple aspire? Eh bien, à un peu plus de bonheur, c'est-à-dire à avoir la santé, c'est-à-dire à avoir l'éducation, c'est-à-dire avoir une alimentation. Ça veut dire avoir aussi une possibilité de se projeter et d'avoir l'autonomie. Un clin d'œil aux jeunes, parce qu'on est une population qui est fortement jeune. On a une démographie qui est galopante. Et cette démographie galopante, nous devons mettre en place des institutions stables qui se préoccupent de leur avenir, qui se préoccupent de leur éducation et qui leur permettent de progresser, au moins d'un iota. D'accord. Madame Samake, l'objectif aujourd'hui, c'est la mise en route de la nouvelle constitution. Les Maliens l'ont voulu, ils l'ont exprimé à travers les assises nationales de la refondation. Et c'est pourquoi il y a une nouvelle constitution. Une chose est de mettre les textes en place, mais une autre, c'est la bonne application de ces textes pour que tout réussisse. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau? Bon, à mon avis, je pense qu'il est toujours important d'avoir les textes. Mais effectivement, là où on a constaté qu'il y a des problèmes, c'est dans l'application. Et même avec l'ancienne constitution, je ne sais pas s'il faut l'appeler ancienne ou en tout cas une constitution de 92, on va voilà. dire. Mais en réalité, je pense également l'application des textes doit être au centre de la préoccupation du gouvernement.
Et pour ça, il faut des mécanismes. Malheureusement, les mécanismes actuels en place ne permettent pas une application rigoureuse des textes. Et c'est pour ça que les populations peuvent se permettre de les violer. Parce que quand on regarde un texte comme la Constitution, un texte fondamental, où on dit que tout Malien a droit à l'éducation, à l'emploi. Ces mots-là sont très forts, mais ça ne se traduit pas dans la réalité. Mais qui doit veiller à ça? Qui doit veiller à ça? C'est l'État. C'est l'État qui doit mettre au pas la population. Mais l'État lui-même doit appliquer ces textes-là à la lettre. Parce que souvent au Mali, qu'est-ce qui fait qu'on n'applique pas les textes? C'est parce que les personnes même en charge de l'application de ces textes violent allègrement ces textes-là. Alors, que pouvez-vous attendre de la population? Donc, quand on regarde bien ce qui se passe actuellement, nous sommes très contents d'avoir une nouvelle constitution, mais je pense que les inquiétudes restent énormes parce qu'on savait que l'ancienne constitution n'était pas du tout respectée, le contenu n'était pas connu du grand public et en même temps, il n'y avait pas une politique réelle de faire du citoyen malien un citoyen modèle. De manière à respecter ces textes-là. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, pour le faire respecter? Moi, je pense que la première chose à faire déjà, l'État doit se donner les moyens de mettre en œuvre ces politiques. Une chose est d'avoir une politique, une chose est de se doter des moyens nécessaires pour mener cette politique-là. Quand on regarde aujourd'hui le manque d'emploi ou le fait que, les jeunes, il y a plus de chômeurs, on se rend compte que c'est tout simplement parce que l'État n'a pas créé un environnement propice à la création de la richesse. Parce que c'est bien beau de dire, nous devons nous mettre au travail. Moi, je termine l'ENA. Quand tu me dis, mets-toi au travail, je ne sais pas ce que je dois faire. Si l'État avait mis en place un système éducatif qui me permet, moi, d'apprendre, par exemple, le métier de la gestion des déchets ou je ne sais pas, de banquiers confirmés qui sortent directement de l'école, qui peut directement travailler. Ou par exemple, il y a d'autres exemples, tous les corps de métier. Donc, à ce niveau, moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire le bilan de ce que nous avons fait. Et on a constaté les échecs. Aujourd'hui, nous devons chercher à savoir quels sont les corps de métier qui génèrent, en tout cas qui font vivre l'économie. Et axer la formation sur ces secteurs-là. Adapter l'offre à l'emploi. L'offre à l'emploi, de manière à permettre que chaque jeune Malien, par exemple, on sait que pour un jeune entrepreneur, avoir un simple crédit est un parcours de combattant. Pendant que dans les autres pays, tu te lèves le matin, tu as un crédit pour avoir même une voiture, pour avoir une maison. Parce qu'il y a un environnement propice à la création de la richesse. En ce moment-là, tous les partenaires sociaux, les partenaires économiques feront confiance aux citoyens. Mais nous sommes dans le sens inverse, malheureusement, au Mali. D'accord. Professeur Bagabini, en quoi la nouvelle constitution peut nous être utile, à votre avis? Bon, écoutez, moi, je dirais que c'est un grand espoir pour la réalisation de Malikoura. Au regard de tout ce qui a été fait jusque-là, et par les nouvelles... Vous savez, le problème de nos pays, c'est qu'il y a toujours eu, depuis un certain nombre de temps, une rupture de confiance entre les dirigeants et le peuple. Et aujourd'hui, sans démagogie, cette confiance a été restaurée par les autorités de la transition. Et je crois que le travail qu'elles doivent faire, c'est d'intensifier, donc de renforcer cette confiance-là qu'ils ont instaurée entre le peuple et ses autorités. Ça doit être fait. Maintenant, comment aller vers ça? Je pense qu'ils doivent notamment travailler au niveau de la justice. Donc, les Maliens s'attendent qu'il y ait encore plus de justice dans la société. Donc, justice sur le plan politique, justice sur le plan économique, pour ne pas rentrer dans les détails, et justice sur le plan social. Donc, les Maliens s'attendent à ce que vraiment qu'il y ait un véritable travail au niveau de la justice. Alors, ce travail de justice également doit aboutir à ce qu'ils appellent la redistribution aussi à l'égalité. Donc, c'est-à-dire la redistribution des richesses aussi que le pays va produire. Donc, il faut que les richesses soient redistribuées.
D'accord. On a déjà parlé des urgences à gérer. On va s'intéresser maintenant au secteur de développement. Après avoir écouté le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, les ministres s'expriment sur les secteurs qui les concernent et comment ils comptent l'exécuter. Fousseni Tunkara leur a tendu leur micro. Suivons ensemble. Un sentiment de fierté et de responsabilité surtout. C'est la rentrée des classes. On l'aborde avec confiance et sérénité. La mission à moi confiée par le chef d'État, son Excellence Assimi Goïta, je vais l'assumer avec responsabilité, détermination, engagement, mais surtout avec beaucoup d'humilité. C'est un sentiment quand même de fierté pour la tâche confiée et la confiance qui nous a été placée par le président de la transition. Je crois que c'est un défi immense qu'il faut relever et nous allons nous déployer pour tout faire pour le faire pour l'intérêt supérieur de notre pays. De bonheur pour remercier les plus autorités de la transition d'avoir placé leur confiance en moi, mais aussi un sentiment d'angoisse et de peur, savoir parce que les défis sont énormes et voir comment on pourra les relever. Monsieur le ministre, bonjour. Quel est le sentiment qui vous anime en ce premier jour de conseil? Il y a un sentiment de fierté et un sentiment d'un guerrier qui est prêt à aller au combat. Voilà. C'est un sentiment de satisfaction et de remerciement à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a bien voulu placer sa confiance en ma personne pour gérer un secteur qui est extrêmement important pour notre pays aujourd'hui. Il s'agit nous essaierons de faire de notre mieux pour satisfaire nos populations, vraiment en ce qui concerne ces secteurs-là. Un sentiment de joie et sentiment de reconnaissance aussi, action du chef de l'État, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Un sentiment d'honneur et partant de là, je voudrais remercier les plus hautes autorités de ce pays pour la confiance placée à ma modeste personne pour diriger les départements de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Dans la salle du Conseil, au-delà des autres aspects de la séance qui seront objets d'un communiqué, le président de la transition est revenu sur les directives qui guident désormais l'action gouvernementale. Réconfortés et mieux édifiés, les nouveaux ministres sont conscients de la portée des missions à eux assignées. Déjà, ils savent à quoi s'atteler au niveau de leurs départements respectifs. Le président a rappelé effectivement les 3 principes pour dire qu'il faut toujours tenir compte de l'intérêt du pays dans tout ce que nous faisons comme action au sein du gouvernement. Les priorités, c'est l'apaisement du climat social qui passe par un certain nombre d'actions. Le pacte de stabilité, le Conseil national du dialogue social et toutes les autres actions qui peuvent apaiser le climat social. Nous avons des chantiers, notamment des innovations qui sont en cours dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'organisation des enseignements. Nous allons nous y atteler, nous allons travailler à faire en sorte que l'atmosphère sociale soit apaisée dans notre secteur, voilà, pour nous permettre véritablement d'aller à l'essentiel. Maintenant, à partir du Conseil supérieur de l'agriculture, il y a un certain nombre d'indications qui ont été données par le président. Donc on va essayer de travailler un peu sur cette thématique et faire en sorte qu'il puisse avoir un assainissement éventuellement dans la gestion de l'engrais et qu'il puisse avoir également des modalités d'application de la subvention sur les équipements agricoles, que ça soit fait de façon transparente et un peu dans la lucidité. C'est les grands dossiers sur lesquels on voudrait vraiment nous atteler rapidement. Il y a beaucoup de choses en fait. En réalité, tout devient urgent parce qu'aujourd'hui, on doit répondre aux attentes de la population, des jeunes, moi dans mon cas, du monde du sport, mais surtout, quel est l'engagement que les jeunes peuvent avoir dans le cadre du civisme, dans le cadre de la construction citoyenne. Ça, c'est quelque chose, c'est un gros défi. Parce que lorsqu'on arrive à répondre à cela, on arrive à répondre à tous les problèmes de conflit, à tous les problèmes de désordre, à tous les problèmes liés à la gouvernance locale et à l'implication des jeunes aussi dans ce processus-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une des priorités. Donc les priorités sont définies tout de suite. Parce que énergie, eau, ça c'est pour tous les Maliens qu'il faut le faire. Donc c'est vraiment prioritaire, quoi. Même un défi à relever. Et j'espère qu'on pourra les relever aussi. Un défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui,
Il s'agit principalement de la problématique de la gestion des déchets solides. Et là, il y a aussi la problématique du curage des collecteurs et des caniveaux, et surtout les grands collecteurs. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la problématique du changement climatique. Aujourd'hui, c'est un enjeu mondial. Il s'agit pour nous de dégager une vision stratégique pour pouvoir, en tout cas, minimiser l'impact de ces changements sur le pays. L'une des priorités actuellement pour nous, c'est de favoriser la création d'emplois et surtout l'emploi des jeunes en milieu rural. Au moyen et long terme, il faudra penser à développer une stratégie nationale de l'entrepreneuriat, donc revoir les politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle, changer un peu le paradigme. Un point important du travail que j'aimerais faire, c'est vraiment travailler sur l'adéquation entre l'offre et la demande de travail et aussi impliquer vraiment le secteur privé. L'une des priorités aujourd'hui, ce sera aujourd'hui de garantir la régularité, la stabilité de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Nous devrons mettre en place et concevoir des stratégies de façon à maîtriser l'inflation, de façon à assurer la pérennité et la résilience de nos politiques de développement commercial et industriel. Je pense qu'aussi, il y a une autre dimension qui est très importante. Le pays égorge de potentialités. Nous avons des opérateurs économiques qui sont très denses dans le domaine du commerce. Aujourd'hui, comment assurer la mutation de ces opérateurs économiques dans le secteur du commerce vers l'industrie pour créer plus de valeur ajoutée, pour créer plus d'emplois et enfin pour assurer une croissance économique durable et résiliente et une distribution de recherche inclusive. Voilà, beaucoup de secteurs, des engagements de part et d'autre. Parmi les urgences et les secteurs clés, il y a bien sûr la défense et la sécurité. Professeur Bagabini, qu'est-ce qu'il faut pour plus de défense et plus de sécurité au Mali? Bon, je pense qu'en plus de tout ce qu'on a vu déjà dans le domaine de l'achat des équipements militaires, il faut continuer à recruter en tout cas plus d'hommes parce que notre territoire il est grand, il est assez grand mais nous faisons face aussi à une crise qui est récurrente, qui n'est pas encore finie et donc il faut les former. Mais il faut renforcer le partenariat avec d'autres puissances comme la Russie qui nous a aidés jusque-là, la Chine, puisque nous sommes dans un monde assez cruel et où la compétition est très rude. Donc il y a des conflits géopolitiques, géostratégiques. Donc ce n'est pas une faiblesse. Donc un État doit avoir des alliés. Évidemment, donc forcément on a des adversaires, donc on a des alliés, donc on doit aussi avoir des alliés. Et je pense qu'aucun État seul ne peut vivre isolement des autres. Et donc sur le plan de la défense, il faut intensifier, renforcer déjà notre coopération avec les pays amis qui nous ont aidés jusque-là pour ne pas être surpris. Puisque je pense que les défis sur le plan sécurité sont loin d'être terminés. Alors, professeur Tchefi, quel est votre avis là-dessus? On a parlé, l'État prône pour la diversification du partenariat pour cette question de défense et de sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier les partenaires pour plus de résultats sur le terrain? Moi, je pense qu'on est dans un pays où on est obligé de tout faire, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est obligé non seulement d'avoir des partenaires, mais en même temps, je dirais, l'essentiel, c'est d'être nous-mêmes en mesure de répondre à un certain nombre de préoccupations. Parce que n'oublions pas que ce qui se passe dans nos sociétés, ce qui se passe dans nos quartiers, si vous ne vous protégez pas dans votre famille, eh bien les voisins pourront vous donner quelques coups de pouce, mais d'abord, la préoccupation des besoins de votre famille, c'est vous-même. Parce que dans le cadre des partenariats, chaque partenaire a un intérêt. Personne ne va dire ici que la Russie n'a pas un intérêt, personne ne va dire ici que l'Inde n'a pas un intérêt, personne ne va dire ici que le Japon ailleurs n'a pas un intérêt. Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie de négociation qui va se mettre en place avec les partenaires. Or, chacun va sur la table des négociations avec les armes de la négociation, les armes de l'intellect, les armes du capital économique, les armes du capital social, etc. Et donc, si on est en déséquilibre sur ces tables de négociation, eh bien, la balance va pencher de notre côté. Ça veut dire que nous n'allons pas obtenir intégralement ce que nous voulons.
oui à une diversification des partenariats, mais oui également à une fortification de nos propres moyens, à une stratégie qui va se mettre en place, qui permet aux Maliens eux-mêmes de se mettre au travail et de répondre à un certain nombre de préoccupations. Ne croyons pas que en tournant le dos à certains partenaires ou en orientant vers d'autres, que ça va régler tous nos problèmes. Ça, c'est le risque, c'est le danger pour la population. C'est-à-dire en se disant, tiens, on a testé, ça n'a pas marché, on va tester ailleurs. Mais si on emprunte toujours les mêmes chemins et qu'on rencontre des difficultés sur ce chemin, emprunter de nouveau ce chemin, eh bien, ce n'est pas gage d'efficacité et de qualité. D'accord. Je dis, c'est quelque chose qui est bien de diversifier. C'est comme l'information, on doit diversifier ses sources d'information, mais en même temps, on doit se fortifier. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. D'accord. Madame Samaké, qu'est-ce qu'il faut pour la défense et la sécurité au Mali? Bon, pour la défense et la sécurité, je pense qu'il faut avoir une maîtrise totale de notre territoire, une maîtrise de l'air, de l'eau, des terres. Et au-delà de ça, je pense que nous sommes un pays quand même qui est entouré par 7 pays. Nos frontières sont poreuses. Et ça donne voie libre à des forces terroristes de faire irruption, de venir commettre leur forfait et de partir. Et aujourd'hui, le Malien se réjouit d'une chose, c'est que nous avons acquis des matériels qui nous permettent d'aller à ça. Il s'agit maintenant de voir concrètement si cela se traduit dans les faits et si des mécanismes sont mis en place pour permettre justement de sécuriser l'ensemble de la population et de leurs biens. Parce que c'est bien beau de demander à une force étrangère de partir, mais en retour, qu'est-ce que nous mettons en place pour sécuriser ces populations? Si des mécanismes efficaces, pérennes ne sont pas mis en place, malheureusement, la population ou le Mali même peut regretter le départ de ces forces et ça va être le retour à la case de départ. Nous ne souhaitons pas cela. Au-delà de ça, je pense au Mali aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous puissions compter sur nos propres moyens. Diversifier les partenaires ne veut pas dire que c'est les partenaires qui doivent tout nous amener. Nous devons faire en sorte que ces partenaires, ce qu'on nous propose, soit une proposition qui peut être inscrite dans la durée. Au lieu, par exemple, d'importer le blé, on aurait pu demander à ces mêmes partenaires de mettre en valeur nos vastes terres au nord pour cultiver le blé et pour aussi mettre les gens au travail et pour produire le blé sur place. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le jeu entre les nations, c'est des jeux d'intérêt. Alors, chaque nation cherche son intérêt. Si réellement nous sommes en train de diriger selon les 3 principes qui sont édictés par le chef de l'État, il va falloir que nous acquérons cette souveraineté sur tous les plans, tous les secteurs clés. On sait déjà que la défense et la sécurité, c'est une fonction régalienne de l'État. Mais l'éducation aussi, mais la santé aussi, mais l'agriculture aussi. Donc je pense que si on a édicté ces 3 principes, il faut lui donner un contenu par département ministériel. Pour chaque département, qu'est-ce que nous devons faire pour respecter ces 3 principes, leur donner une ligne de conduite, une feuille de route pour assumer leurs fonctions. D'accord. Professeur Bagabini, vous aviez commencé à parler de l'aménagement qui doit plier bagage progressivement d'ici 6 mois. Quelle est l'alternative après son départ sur le plan sécuritaire et social? Puisque le président de la transition a insisté là-dessus, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide après le départ de l'aménagement. Bon, écoutez, les gens se sont inquiétés. Quand Barkhane partait, on disait que notre pays allait tomber. Il est là. Et évidemment, également, au départ de l'aménagement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais pour moi, l'inquiétude n'est pas au niveau de la sécurité parce que déjà, sur le plan de la sécurité, l'aménagement nous apportait très peu, pour ne pas dire qu'elle ne nous apportait rien. Et donc, pour moi, ce qu'il faut peut-être chercher à combler après le départ de l'aménagement, je l'ai déjà dit, c'est au niveau surtout social. C'est-à-dire que l'aménagement s'est transformé en pourvoyeur d'emplois. Donc, elle a créé des emplois dans les régions concernées et il y a des gens qui sont devenus dépendants aujourd'hui de ces emplois-là. Maintenant, après son départ, il faudrait faire en sorte que, en tout cas, une très grande majorité, à défaut de prendre tout le monde, donc une très grande majorité de ces personnes qui étaient employées par l'aménagement puissent ne pas se retrouver dans la rue. Parce que si elles se retrouvent dans la rue, donc c'est un autre problème.
il y a des ennemis qui sont aux aguets, qui sont aux abois, qui sont en embuscade, donc ils peuvent les récupérer. Donc il s'agit des forces terroristes, mais il s'agit aussi des oppositions politiques même à l'intérieur, donc qui peuvent récupérer ces mécontents, ces frustrations et les diriger contre le pouvoir en place. Donc urgemment, effectivement, le nouveau gouvernement doit s'atteler à faire en sorte que économiquement et socialement, surtout sur le plan du travail, qu'on puisse donner du travail à ceux qui étaient employés par l'aménagement. Même ceux qui n'étaient pas employés par l'aménagement, il y en a beaucoup qui n'étaient pas employés par l'aménagement dans ces régions. Et je terminerai par le fait aussi qu'il faut que les gens comprennent, quels que soient les efforts d'un État, il ne peut pas donner aussi du travail à tout le monde. Alors, professeur Tchefi, par rapport au départ de l'aménagement, à votre avis, qu'est-ce que l'État doit faire ou qu'est-ce que l'État doit mettre en place pour qu'il n'y ait pas ce vide sur le plan social? Alors, ce vide, il est créé parce qu'on n'arrivait pas à résoudre nos problèmes. D'abord, il faut parler de ça, en fait. Donc, la préoccupation, c'est la question de l'emploi. La préoccupation, c'est la question de la stabilisation. La préoccupation, c'est la question de mettre en place, d'instaurer un dialogue de paix entre les différentes communautés. Parce que l'aménagement, je dirais que oui, à un moment donné, elle répondait à ces enjeux. Donc, aujourd'hui, le défi est encore plus important parce que ces personnes vont alimenter le marché de l'emploi qui est déjà saturé. Et donc, il y a des chances aussi que ces personnes, il y a beaucoup qui sont bien des personnes qui ont des compétences bien avérées parce qu'ils ont été recrutés à l'issue d'un long processus. Et donc, ça va créer, j'ai envie de dire, une certaine difficulté sur le marché du travail parce qu'eux, ils risquent d'être là, renforcer, en tout cas, à augmenter la population sur le marché du travail. Mais la balance va pencher de leur côté puisqu'ils sont peut-être un peu plus expérimentés que d'autres qui sont restés sur le marché beaucoup plus longtemps. Donc les maigres emplois qui vont être occupés, certains risquent de les occuper. Et ça, c'est normal. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je dirais qu'il y a une stratégie qui doit être fondée sur l'emploi aujourd'hui au Mali, sur la professionnalisation des acteurs, sur une démarche d'autonomisation des jeunes. Je dis ça comme ça, je ne vais pas aller un peu plus loin sur ceux qui diront oui, il faut aller plus l'entrepreneuriat ou il faut aller plus sur les fonctions publiques de l'État. Je pense qu'il faut mettre en place une stratégie qui permette une certaine autonomie dans la gestion. Ça veut dire que les jeunes sans emploi, les moins jeunes qui sont sans emploi, qui vont à un moment donné réfléchir sur leur trajectoire et choisir des secteurs qui leur permettent de s'autonomiser, des secteurs qui leur permettent d'assurer les conditions de leur bonheur. Parce qu'il ne faut pas croire que tout va être donné comme ça à travers l'école ou tout va être donné comme ça à travers l'emploi. On a des potentiels qui ne sont encore pas explorés. Et donc l'idée, c'est de pouvoir explorer ces potentiels avec les acteurs directement concernés, avec les départements qui sont concernés. Dans cette logique, je pense même ce qu'on a fait en scindant certains départements, que d'autres départements doivent être regroupés pour penser la politique de façon globale. Parce que la question de l'emploi, la question de la jeunesse, la question de la formation, la question du sport, ce sont des secteurs qu'on peut, je dirais, mettre ensemble pour avoir une stratégie commune, une stratégie d'indépendance et d'autonomie des jeunes populations. Et ça, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui à ouvrir comme chantier. Ok. Madame Samake, quelle alternative au départ de l'aménagement? Les alternatives sont nombreuses, mais je devais d'abord saluer en tout cas cette décision courageuse des autorités de la transition et particulièrement le chef de l'État qui a impulsé cette dynamique, son Excellence Assimi Goïta, parce que nous avons vu le départ de Barkhane, le départ de Takuba, le retrait du G5 Sahel. Et à chaque fois, c'est la même rhétorique. Qu'est-ce que nous allons devenir ? Moi, je salue ces départs parce que je pense qu'aucun pays du monde ne peut vivre sous perfusion étrangère, sous perfusion humanitaire. Et c'est ce qui allait se passer au Mali. Donc, le fait de mettre un frein à cela, à mon avis, c'est une décision salutaire pour le Mali parce que ça va permettre de prendre nos responsabilités par rapport à un devoir régalien de l'État, à savoir la sécurité des personnes et de leurs biens. Alors, même si l'aménagement ne partait pas aujourd'hui, l'aménagement allait partir quand même un jour. Alors, qu'allons-nous devenir en ce moment-là? Donc, je pense que mieux vaut tard que jamais. Il faut
prendre ses responsabilités dès maintenant, créer les conditions d'apaiser les climats sociaux, parce que c'est quand même 6 000 personnes qui vivent directement de ce que la MINUSMA fait comme activité, comme en tout cas appui social ou autre au niveau de ces zones-là. Donc ça veut dire que l'État doit trouver des alternatives. Et ces alternatives ne doivent pas se focaliser uniquement sur cette tranche de la société. Parce que ces personnes-là qui ont eu la chance d'aller à la MINUSMA, eux au moins ils ont eu la chance d'y aller. Mais il y a une multitude de personnes qui n'ont même pas eu la chance d'être recrutées ou de bénéficier de ces prestations. Donc il faut avoir une politique holistique qui permet de prendre en charge la question de l'emploi, la question, comme je l'ai dit, la création de la richesse au niveau local, de manière à maintenir les jeunes là où ils sont et de travailler à leur propre autodéveloppement. Je pense que c'est en là que nous pouvons éventuellement combler les déficits qui seront laissés par la MINUSMA. Professeur Bagabini, un des secteurs clés, c'est l'éducation aussi. Le développement du pays en dépend. C'est l'avenir de la nation. C'est vrai qu'il y a eu des réformes en matière d'éducation. Selon vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'il faut au secteur de l'éducation aujourd'hui? Bon, écoutez, il y a énormément de choses à faire dans le secteur de l'éducation. Mais vous savez, dans toute chose, il faut une méthode. Donc, il y a des urgences à régler, évidemment. Et maintenant, après, on peut aussi penser à planifier le reste du travail. Donc, maintenant, quant aux urgences, aujourd'hui, ce qu'il y a, on constate que des gens passent au DEF. Parfois, il peut prendre des mois sans être orienté. Et donc, au niveau secondaire, donc, il y a un problème de gestion des effectifs. Mais au niveau supérieur aussi, il y a ce même problème qui se pose. Il y a des gens qui peuvent faire 4 ans pour faire 2 semestres ou tout au maximum 4 semestres, donc pour passer d'une classe à une autre. Donc, vous voyez, ça, ce sont des problèmes vraiment qui sont là et qui doivent être solutionnés urgemment. D'accord. Alors, professeur Tchefi, par rapport à cette question d'éducation, vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'il faut au secteur de l'éducation aujourd'hui? Alors, il faut beaucoup de dialogue. Je pense que c'est l'un des secteurs où peut-être qu'on pourra donner quelques idées à ceux qui prennent ça à bras le corps. On ne peut pas attendre en fait que ce secteur se décline encore plus, puisqu'il est au plus bas en fait. On ne peut pas, je crois, en bas, il n'y a rien. Plus bas, il n'y a pas grand-chose. Il faut que le système se redresse parce que la préoccupation des familles, c'est cette question de l'éducation. Aujourd'hui, quand on regarde ça, ça veut dire que le département qui va avoir en charge l'éducation, le ministre doit être dynamique, parce c'est un secteur où il y a une multitude d'acteurs, une diversité d'acteurs. Il faut dialoguer avec ces différents acteurs, il faut trouver des solutions avec ces différents acteurs. Donc il faut être très dynamique et il faut réussir à mettre en place une politique cohérente. Il n'y a pas de politique cohérente dans le secteur de l'éducation. L'éducation de base, l'éducation fondamentale, il y a au moins 4 options. C'est-à-dire, il y a dans certaines académies, on applique une stratégie de l'école par compétence, l'approche par compétence. Il y a d'autres où on va développer d'autres approches syllabiques. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de cohérence d'ensemble. On est dans le même pays, mais quand vous êtes dans les secteurs, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont différentes. Ensuite, quand on quitte l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire et secondaire, qu'on se retrouve dans l'enseignement supérieur, c'est encore une catastrophe. Ça veut dire qu'il y a dans certaines universités, ils sont encore à des années universitaires 2019, 2020, 2021. Moi, je pense que la stratégie aujourd'hui pour l'enseignement universitaire, il n'y a pas un calendrier universitaire stable. Il n'y a pas une logique de professionnalisation du secteur de l'enseignement supérieur. Je ne parle pas d'adéquation puisque les gens qui en parlent ne savent pas de quoi il est question. Professionnaliser, c'est-à-dire on va faire des acteurs qui sont capables d'appliquer et de comprendre les réalités du marché de l'emploi et qui peuvent trouver leur autonomie. Donc c'est ça en fait qu'il faut, je dirais, impulser. Ça veut dire qu'on ne peut pas régler des problèmes de fond si on n'arrive même pas à mettre en place un calendrier universitaire annuel. Ce n'est pas le cas au Mali. Ça veut dire que en saison hivernale, aujourd'hui, juillet-août, il y a des universités qui viennent de démarrer leur formation, alors que les personnes qui font l'agriculture doivent aller pour cultiver. Donc, je pense que prioritairement, et dès la première action du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est de mettre en place un calendrier universitaire stable. Et deuxièmement, de mettre
6 mois, de donner 6 mois à tous les départements universitaires pour qu'ils régularisent les situations. Ça se fait dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on leur donne 6 mois pour régulariser les chevauchements d'années, pour mettre en route le système d'éducation. Je crois qu'on est sur une courte période où les vraies choses peuvent se faire. Ça va créer de la frustration, mais il ne faut pas qu'on ait peur en fait du dialogue social, il ne faut pas qu'on ait peur du dialogue sur l'éducation. Le dialogue sur l'éducation, je ne dis pas qu'il faut organiser les débats, mais je pense qu'il faut impulser des politiques qui vont nous permettre, à nous, acteurs, de discuter avec d'autres personnes. Et ça, je dirais, c'est prioritaire. Aujourd'hui, les gens ont obtenu le bac, alors que ceux qui ont obtenu le bac l'année dernière, puisque les résultats, quand ils vont sortir, ceux qui ont obtenu le bac l'année dernière, il y a une bonne partie qui n'ont pas commencé encore la formation universitaire. Dans aucun pays au monde, on assiste à cela. Dans aucun pays. Il faut revoir et donc, cela. à un moment donné, il faut qu'on se préoccupe du problème de l'éducation parce que c'est un effet à domino. L'éducation, si ça ne fonctionne pas, les autres secteurs ne vont pas fonctionner. Ce que nous n'allons pas pouvoir répondre à l'énergie, nous n'allons pas pouvoir répondre à l'eau et nous n'allons pas répondre aux différents problèmes. Madame Samaké, je ne vais pas vous faire réagir par rapport à l'éducation, mais ce gros portefeuille confié aux femmes, ce n'est pas des moindres, l'eau et l'énergie. À votre avis, Madame la ministre, elle doit s'attaquer à quoi? Bon, à mon humble avis, par rapport à l'eau et l'électricité, l'eau et l'énergie, les problèmes sont connus. Les problèmes sont connus, il y a des projets en cours, mais moi je pense que la ministre doit s'attaquer carrément à une refondation du système de l'énergie. Bon, ça va paraître trop fort, mais en réalité, le Mali n'a pas besoin de l'énergie que nous utilisons actuellement. Nous devons carrément changer de paradigme. Mais peut-être que ça demandera du temps, mais il faut qu'au moins les jalons soient posés dès maintenant. Déjà, ce que nous avons comme centrale, comme tout ce que nous avons comme groupe électrogène ou autre, pour faire fonctionner l'eau et l'énergie, c'est bon. Il faut miser sur la qualité des services rendus. Et il faut également faire en sorte que les ruptures ou tout ce qui touche à la qualité des services soient quand même des situations qui soient prises en charge le plus urgemment. Parce que puisqu'on a mis les personnes, ou on va dire les citoyens, au cœur de la politique gouvernementale, c'est la satisfaction des populations qui compte le plus. Ça ne sert à rien d'avoir un département en charge de l'énergie, de l'eau, et changer carrément la personne qui est en charge de cela si des résultats tangibles ne sont pas obtenus dans les mois à venir. Donc je pense qu'il faut se donner ces moyens-là et arriver à une situation normale qui permet à chaque Malien de jouir pleinement de ses droits qu'est l'eau et l'énergie. On est pratiquement à la fin de ce débat. On va faire un dernier tour de table. Professeur Bagabini, quel message vous avez à l'adresse de ces nouveaux membres du gouvernement pour le Mali Kouroua? Bon, je pense que c'est un grand honneur d'être dans un gouvernement, mais en même temps c'est une mission assez redoutable que de faire face aussi aux nombreux défis auxquels le pays se trouve confronté, sécurité, agriculture, énergie, eau, mines. Donc les défis sont énormes. Et donc vraiment, ils doivent s'atteler à faire en sorte que les aspirations du peuple malien, dans une grande majorité, puissent avoir des solutions, quoi. Professeur Tchefi, en quelques mots. En quelques mots, je dirais qu'on doit éviter que cette période soit une période de positionnement uniquement pour l'après. Ça doit être une période d'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Une période d'action qui permet, je réutilise les mêmes mots des autorités de la transition, c'est le peuple au centre des préoccupations. Et pour que le peuple soit au centre des préoccupations, souvenez-vous de ce que j'ai dit, il faut rationaliser le travail, il faut responsabiliser les gens, il faut moraliser ce que nous sommes en train de faire et surtout, quatrièmement, il faut mettre les équipes au travail. D'abord se mettre au travail, je dirais les autorités doivent se mettre encore plus au travail. Les dirigeants doivent se mettre encore plus de travail, mais ils doivent impulser aussi une logique de mise au travail qui va se disséminer auprès de la population. Si nous travaillons, nous allons réussir. Et ça, c'est le message d'espoir. Tout à fait. Madame Samaké, ce message de la gente féminine à l'adresse de la nouvelle équipe. Oui, pour la nouvelle équipe, je demanderais tout simplement que chaque membre du gouvernement mérite son poste.
Et je suis sûre que le choix porté sur eux, c'est ce qui a guidé en tout cas l'action du chef du gouvernement et du président de la transition. Nous devons mériter nos postes parce que le Mali se trouve actuellement à un tournant décisif de son histoire et tous les yeux sont rivés sur le Mali. Et je dirais que quelque part, si on regarde bien ce qui se passe, le changement qui est en train de s'opérer, c'est un bouleversement total. Et ce bouleversement-là doit être impulsé par des hommes et des femmes qui sont prêts à relever les défis. Et ces défis, je sais que le nouvel attelage gouvernemental permettra, à mon humble avis, de combler, en tout cas de faire en sorte que ces défis-là soient relevés, parce que le Mali en a besoin aujourd'hui. On a besoin d'aller au travail, mais on a aussi besoin d'assainir. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité par rapport à la gestion du pouvoir public, par rapport aux services publics. Par exemple, la gestion des deniers de l'État, la gestion des services offerts à la population, parce qu'au finish, c'est la population qui doit bénéficier, qui doit ressentir ce changement-là. Quelle que soit la dynamique impulsée au sommet, si ça ne se traduit pas par un changement au niveau de la population, ça veut dire que nous n'aurions rien fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour éclairer nos lanternes, on s'arrête là pour ce numéro consacré à la nouvelle équipe gouvernementale, la continuité dans l'action avec beaucoup de défis à relever, un message à retenir, la prise en compte des préoccupations du peuple, des actions concrètes, les urgences et les secteurs clés ont été décortiqués par nos invités. Il s'agit de Mme Samaké Fatoumata H. Traoré, enseignante chargée de cours à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako, fondatrice de l'association Femmes épanouies. Elle est juriste de formation. Du professeur Tchefin Sissoko, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université des sciences humaines de Bamako et d'autres universités en France, auteur de 6 ouvrages, et du professeur Bakabini Keita, enseignant-chercheur en philosophie, chargé des questions politiques et sociales à l'École normale supérieure de Bamako. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Famoussa Magassa a réalisé ce débat. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur l'ORTM. Bonsoir.